Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Donc continuons sur la mécanique quantique. Alors, puisque la position d'une particule est indéterminée dans un certain intervalle delta x, alors la mesure précise de la position peut tomber n'importe où dans l'intervalle. Le résultat est donc aléatoire. Ainsi, lorsqu'une onde électromagnétique plane arrive sur une cellule photoélectrique, donc on a une cellule comme ceci, et on a des ondes électromagnétiques planes, typiquement des UV, pour les cellules photoélectriques, on en fabrique de plus sensibles maintenant, mais pour une électron de grande taille, ce serait plutôt des UV. Alors, des électrons vont être arrachés à cette électrode, de ci, de là, sur l'électrode, aléatoirement. De même, si une onde plane arrive sur une plaque photographique, les photons vont imprimer des points au hasard sur la cellule photoélectrique. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le nombre de points dans une zone sera proportionnel à l'énergie phi carré transmise par l'onde, puisque chaque photon a une énergie précise. Et donc, il faudra beaucoup de photons, beaucoup de points, pour voir se dessiner une image, mais ce n'est pas un problème, ou par exemple des figures d'interférence, etc. Mais ce n'est pas vraiment un problème, parce qu'un flux de lumière, tel que celui qui arrive ici dans cette pièce, c'est des milliards de photons. Rappelons-nous que l'énergie, c'est H fois la fréquence, H nu, et la constante de Planck est très petite, donc l'énergie d'un photon est très petite. Donc, pour une énergie, pour une ampoule de quelques dizaines de watts, on va avoir une quantité énorme de photons. Donc, si on a une onde phi qui dépend de la position, notons là phi de x, alors la particule correspondante est insécable. Bon, on n'observe par exemple jamais de demi-électrons ou de demi-photons. Et la particule transporte donc une certaine quantité d'énergie. On peut donc postuler que la probabilité de localiser avec précision la particule en la position x est donnée par phi de x au carré. Phi de x est aussi appelé amplitude de probabilité d'une particule. Ce postulat est donc assez naturel, mais on peut aussi le vérifier expérimentalement. Nous allons maintenant revenir aux interférences et aux superpositions des ondes pour en déduire les règles de combinaison des amplitudes. Pour cela, nous allons utiliser l'expérience de Young. L'expérience de Young, celle-ci, d'abord la dessiner. On a un canon à électrons, ça pourrait être aussi de la lumière, qui émet des électrons un peu dans tous les sens. Celui-ci arrive sur une plaque percée de deux trous, qu'on notera 1 et 2, deux fentes. Et les électrons vont passer à travers ces fentes et venir percuter un détecteur qui va mesurer le nombre d'électrons qui arrivent. On peut déplacer le détecteur le long de X. On pourra aussi utiliser une plaque photographique, par exemple. Si on bouche une fente, disons qu'on bouche la fente 2, et qu'on trace, en fonction de la position X, le nombre d'électrons qui arrivent à un endroit donné, ils passent par une seule fente, ils se dispersent à travers cette fente, et la distribution
sera comme ceci. P1 avec un maximum centré sur la fente 1. De même, si on bouche la fente 1 et qu'on laisse passer les électrons par la fente 2, on va obtenir une courbe P2. Si maintenant on laisse les deux fentes ouvertes, à ce moment-là, on va avoir les électrons qui passent par l'une ou l'autre fente. Et l'on observe, alors on s'attend à observer la somme des deux densités de probabilité du nombre d'impacts d'électrons. Mais en réalité, ce qu'on trouve, c'est ceci. On obtient une intensité qui varie comme ceci, qui ondule. Forte à un endroit, faible à un autre, forte à un endroit. C'est typiquement un comportement ondulatoire. Ce sont des franges d'interférence. Si les ondes électroniques qui arrivent au point X arrivent en phase, elles s'additionnent pour donner une intensité importante. Si elles arrivent en opposition de phase, elles s'annulent l'une l'autre et on n'obtient presque pas d'électrons à ces endroits-là. Notons d'ailleurs que les franges d'interférence, comme ceci, ont une certaine largeur, que cette largeur est reliée par une relation assez simple entre la distance qui sépare le détecteur des fentes et la longueur d'onde des particules. Et c'est donc une manière assez simple de mesurer la longueur d'onde des particules, telles que des électrons. Il existe d'autres méthodes, d'ailleurs encore plus simples, aussi bien pour la lumière que pour les électrons, mais celle-là est assez simple. Et on observe en particulier, typique des interférences, des effets importants, c'est-à-dire qu'ici, on obtient une intensité qui est plus importante que la simple somme des deux ondes. Et ici, on obtient une intensité plus faible que si on avait fait la somme des deux courbes ici. Donc, le fait d'ouvrir la fente 1, rien que la fente 1, on a un certain nombre d'électrons, et quand on ouvre les deux fentes, la deuxième fente avec, on a moins d'électrons qui arrivent. Ce qui peut paraître étonnant. Pour des corpuscules, ça serait très étonnant. Pourquoi l'ouverture d'une autre fente influencerait-il les particules, les corpuscules qui passent par la fente 1? Mais évidemment, pour des ondes, du fait des interférences, c'est déjà moins étonnant. Notons aussi que, initialement, au début du 19e siècle, Young, qui a réalisé cette expérience, ne l'a pas réalisé tout à fait comme cela. Il a utilisé des ondes, et rien que des ondes. Des vagues dans l'eau, du son, de la lumière, suffisamment intense pour avoir un très grand nombre de photons et ne pas détecter son caractère corpusculaire. Seul l'aspect ondulatoire transparaissait. Donc c'était une expérience avec des ondes. Et c'est une des expériences à l'époque qui a permis de prouver que la lumière avait un comportement ondulatoire, contrairement à un comportement corpusculaire comme le pensait Newton. La théorie de l'électromagnétisme, qui a montré que la lumière était une onde électromagnétique, est devenue le summum de cette connaissance ondulatoire de la lumière au XIXe siècle. Les expériences avec des électrons, comme on en utilise typiquement par exemple dans un microscope électronique, ou avec des photons individuels, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un gros flux de lumière, on envoie des photons 1 à 1, c'est venu beaucoup plus tard, deuxième moitié du XXe siècle, avec des instruments de plus en plus précis
Le microscope électronique date de la deuxième moitié du XXe siècle et des puces à semi-conducteurs, à puits quantiques, comme on appelle ça, capables d'émettre des photons 1 à 1, c'est venu aussi dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et quand on envoie les particules 1 à 1, une à une, un électron à la fois, ce qu'on obtient sur la plaque photographique, ici, le détecteur, c'est un point. Un point où impacte l'électron. Il est clair que là, on ne sait pas en déduire grand-chose. Si on attend un peu, on va avoir quelques points de ci, de là. Si on attend suffisamment longtemps, on va avoir un grand nombre d'impacts. Et en comptant le nombre d'impacts, on peut tracer la courbe avec l'ouverture des deux fentes. Et tous ces impacts dessinent clairement des franges d'interférence. Voilà, donc ça c'est l'expérience de Young. Et nous allons utiliser cette expérience pour décrire le comportement de ces particules avec des amplitudes de probabilité et voir comment doivent se combiner les différentes amplitudes. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.